Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il est 21 h à Niamey. Nous sommes dimanche 11 décembre 2022. Bienvenue dans cette grande édition d'information dominicale dont j'ai le grand plaisir de vous présenter une édition d'information qui reçoit ce soir un invité. Il s'agit de M. Tofik Joseph Tasso. Il est le président des groupes des universités LOCAS. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur ce plateau de Bonferré Télévision pour parler de votre groupe d'université, des opportunités que vous offrez aux étudiants nigériens en termes de formation, d'aide financière, d'emploi, de stage, mais aussi d'insertion. Nous reviendrons avec vous dans ce journal pour parler largement du groupe d'université LOCAS. Le temps de parler de l'actualité avec le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le REPAD Niger, qui met en face les décideurs et les citoyens afin d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques. À l'occasion de la 5e édition de la tribune de redevabilité, la ville de Niamey a échangé avec les citoyens et les acteurs de la société civile sur la matérialisation du projet d'initiative Zéro classe en paillotte à Niamey. On fait le point dans ce reportage de Abdelaziz Mahamadou. Le 5e numéro de tribune de redevabilité qu'organise le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement a concerné le volet éducation, formation et emploi, un des grands axes du président de la République, notamment l'initiative Zéro classe paillotte. L'annonce par la ville de Niamey de consacrer chaque année 1 milliard de francs CFA pour, n'est-ce pas, arriver à sa politique qu'elle a annoncée Zéro classe paillotte jusqu'à l'organisation d'une table ronde. Aujourd'hui, l'objectif de cette initiative, c'est de situer le débat où est-ce que nous en sommes. La région de Niamey compte 1734 établissements. En 2022, 1929 classes en paillotte, d'où cette initiative de la ville de Niamey. La première année, la ville de Niamey peut réaliser 215 avec le milliard. La deuxième année, la ville de Niamey va pouvoir construire 180 et en année 3, 105, compte tenu de la finition de la première année et de l'élévation des murs de la deuxième année. Et ainsi de suite, la ville ne compte pas s'arrêter sur les 3 ans là. Pour l'instant, la ville de Niamey fait face à des difficultés dans la mise en œuvre de son fameux projet. Le virement de 1 milliard de la ville de Niamey a été transmis au Premier ministre en main propre dès le 6 juillet 2022 au moment de la table ronde et c'était retransmis en direct. Mais la lenteur administrative a fait que jusque-là, les 1 milliard ne sont pas débloqués. Tous les responsables au niveau de la ville de Niamey, du maire central Omar Moundogari, jusqu'à ses proches collaborateurs, chacun a dû consentir un effort et a cédé au moins 1 mois de ses indemnités pour pouvoir accompagner cette politique. À noter que Tribune de redevabilité est un espace de dialogue direct entre citoyens et gouvernants pour des politiques publiques plus efficaces, plus justes et plus inclusives. Renforcer la voix et accroître le pouvoir des citoyens par une gouvernance démocratique, juste, efficace et inclusive reste le slogan du REPAD. Bonsoir, Monsieur le Président des groupes d'université LOCAS. Bonsoir à vous. Parlez-nous téléspectateurs. Merci. Parlez-nous d'abord du groupe LOCAS Université. LOCAS, en fait, c'est Leaders Universities and Colleges for Applied Sciences. C'est un groupe universitaire euro-africain qui fait partie donc du groupe et du service qui existe depuis 1850, c'est-à-dire plus de 172 ans, et qui est présent dans 4 pays aujourd'hui d'Afrique, qui sont le Ghana, le Togo, le Niger et le Mali. Nous sommes au Niger depuis 2018 et nous sommes là pour offrir des formations qui mènent vers l'emploi, qui mènent vers la création d'entreprises dans des filières qui sont demandées par le marché nigérien et par les marchés de la région, qui sont tout ce qui touche à la gestion dans différentes options, l'informatique, tout ce qui touche à la technologie, et l'hôtellerie et le tourisme. Notre campus de Niamey, lui, offre ces formations au niveau licence, master et aussi au niveau BTS et offre ces formations en programme local
ou programme double diplôme, où là on intervient avec nos partenaires français pour permettre à l'étudiant d'obtenir à la fin son diplôme LOCAS Niger et le diplôme français certifié d'État français, ce qui lui permet d'avoir plus d'employabilité, plus de crédibilité, si vous voulez, à travers son diplôme. Donc ces formations se font en présentiel, mais elles peuvent se faire en distanciel parce que nous avons des étudiants qui viennent de régions lointaines, mais qui ne viennent pas en fait à Niamey et qui ont envie d'étudier, qui ont envie de faire des études de qualité de niveau international. Et donc nos formations peuvent se donner aussi en distanciel, mais comme si l'étudiant était présent en utilisant des technologies qui sont suffisamment modernes pour refléter le présentiel à distance. Alors, quelles sont les aides en termes d'accompagnement que vous apportez pour les étudiants pour leur garantir une bonne formation? Les aides, elles sont à différents niveaux. Déjà, ce sont des formations axées sur l'emploi, avec une méthode participative, avec une méthode où l'étudiant est impliqué depuis le départ dans sa formation, où il doit faire des travaux de recherche, des études de cas, des recherches terrain, des missions d'études. Donc depuis le départ, on traite l'étudiant comme un employé, comme un professionnel qui est en formation. Et la méthode interactive que nous utilisons, les professeurs que nous utilisons, qui sont des professeurs qui ont tous les diplômes qu'ils font, mais qui sont des professionnels de leur domaine, les contacts que nous avons avec les entreprises que nous invitons pour faire partie de la formation, puisque nous formons aussi des entreprises pour leurs cadres et employés, tout cela avec aussi la formation bilingue, parce que nous pensons qu'on ne peut plus former des professionnels au Niger qui ne fonctionnent qu'en français, parce qu'ils vont travailler avec des entreprises qui sont régionales, ils vont créer des entreprises qui vont vendre leurs services dans des pays anglophones. Donc on a besoin qu'ils soient professionnellement bilingues à la sortie des études. Tout cela est fait pour accompagner l'étudiant vers le marché de l'emploi et après l'aider à s'insérer dans ce marché de l'emploi parce qu'on lui a donné des compétences et personnelles et techniques et les connaissances qui lui permettent de s'insérer rapidement dans le marché. Et nous, notre rôle est de faciliter cette insertion par notre méthode de formation, par nos contacts, par les personnes qui s'occupent spécifiquement de cette insertion professionnelle. Vous avez parlé de l'insertion professionnelle, vous aidez aussi vos étudiants à avoir des stages? Absolument, parce que les stages, c'est finalement le premier pas de l'étudiant vers l'entreprise. Les travaux de recherche qu'ils font, les missions en entreprise qu'ils font les mènent à avoir des stages, les stages les mènent à avoir un emploi. C'est le meilleur, si vous voulez, processus pour faire évoluer la personne du statut d'étudiant au statut de personne active, professionnelle, employée. Mais j'insiste quand même sur un autre point, c'est que nous ne visons pas uniquement qu'ils trouvent un emploi, nous visons à ce qu'ils créent eux-mêmes des emplois à travers leur formation entrepreneuriale. Nous voulons que le plus grand nombre d'étudiants deviennent des chefs d'entreprise, de petites entreprises au départ. Et pour cela, nous avons un système d'incubation où on va les prendre comme dans une pouponnière, on va les aider à monter leur projet. Avec nos professeurs, ils vont être aidés au niveau de leur plan marketing, du financement du projet, du statut juridique de l'entreprise qu'ils vont créer. Et donc cet incubateur va non seulement les aider donc dans leur projet, mais aussi va les aider parfois à financer leur projet à travers des fonds de LOCAS ou des partenaires de LOCAS pour aller de l'avant et faire grandir cette petite entreprise qu'ils vont créer. LOCAS a déjà organisé une première rentrée au mois d'octobre, mais chez vous, les rentrées sont progressives. Vous avez déjà prévu une autre rentrée et à cet effet, vous comptez organiser le samedi 16 décembre prochain un concours de bourse. De quoi s'agit-il? Tout à fait. C'est le samedi, en fait, 17 décembre. Le concours de bourse vise à permettre à des étudiants qui ont des qualités qu'ils arrivent à prouver à travers une dissertation et une entrevue et des besoins financiers qui ne leur permettent pas de payer la scolarité normale, d'obtenir une scolarité qui est
allégée. Ça peut aller de 10% à 100% de la scolarité, donc cette bourse. Elle leur permet aussi d'étaler leurs paiements. Déjà, nos scolarités sont faites à 3 niveaux. On a la scolarité normale pour les personnes issues de familles aisées ou riches. On a la scolarité aidée pour des familles et des étudiants qui sont en situation un peu difficile financièrement. Et nous avons des scolarités exceptionnellement aidées pour des étudiants qui sont vraiment de familles qui ne peuvent se permettre de payer des études au-delà d'un certain niveau. Donc l'idée, c'est que l'UCAS ne soit pas l'université d'une élite financière, mais qu'elle soit l'université d'une élite de professionnels et de futurs créateurs d'entreprises. Donc les bourses sont faites pour cela. Elles peuvent s'obtenir à distance, mais aussi nous permettons à ceux qui préfèrent venir composer sur place, et ce qu'on fait le samedi, le matin et l'après-midi, on leur permet de venir, de rencontrer finalement des cadres de l'UCAS et d'être interviewés sur place pour faciliter le processus d'obtention de la bourse. Alors pour cette bourse, vous annoncez aussi aux parents des étudiants et aux étudiants aussi l'ouverture d'une nouvelle filière qui va concerner le coding. Exactement. Le coding, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la programmation de téléphones mobiles pour créer des applications mobiles, la programmation de sites internet pour créer des applications web. Aujourd'hui, dans le monde, il manque des centaines de milliers de codeurs, tant en Europe que dans les Amériques, qu'en Asie, et les Africains ont démontré leur capacité à être de bons codeurs. Nous, ce qu'on va faire à travers l'école de coding avec notre partenaire 3W Academy en France, c'est permettre à des personnes qui ont fait des études, quelles qu'elles soient, qui sont chômeurs, qui sont en exercice, d'apprendre à coder en 6 à 7 mois intensifs et de devenir des codeurs professionnels. Et ces codeurs professionnels vont pouvoir travailler non seulement à l'échelle du Niger, où ils vont avoir des revenus au niveau nigérien, mais aussi de travailler avec des entreprises qui sont à l'étranger, qui sont en Allemagne, qui sont en France, qui sont ailleurs, parce que c'est un métier qu'on peut faire finalement de n'importe où. On peut le faire de Niamey, on peut le faire de Lomé, et travailler avec ces entreprises et recevoir finalement des rémunérations qui sont autrement plus intéressantes que ce qui peut être payé par une entreprise locale. Cette école de coding démarre mi-janvier. Nous sommes maintenant dans la phase de recrutement des étudiants. Ils n'ont pas besoin d'être des génies en mathématiques. Toute personne peut apprendre à coder tant qu'elle a envie et tant qu'elle aime la technologie et qu'elle a envie de progresser dans sa vie. Le coding est un métier d'avenir et de toute façon, le coding fait partie de toutes les formations à l'UCAS parce que n'importe quelle personne, vous, moi, n'importe qui, va travailler avec des codeurs, donc doit comprendre le langage du codeur, doit savoir ce qu'il peut faire pour lui. Et pour cela, nous formons tous nos étudiants, qu'ils soient en gestion, en hôtellerie, en tourisme, en logistique, transport, quelle que soit la spécialisation. Ils apprennent à coder, si vous voulez, les bases. Et après, bon, s'ils veulent aller plus loin, c'est leur choix. Mais au minimum, ils savent travailler avec des codeurs. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Peut-être avant de nous quitter, rappeler à nos téléspectateurs que l'université LOCAS de Niamey est située au quartier Yantalaba, avenue de la Jeunesse, près de la pharmacie Assalam. Vous avez peut-être quelques numéros à communiquer. Voilà, les 97 03 44 54 et le 80 62 85 22. 80 62 85 22 et 97 03 44 54. Merci, Monsieur le Président Toufik Joseph Tasso. Je rappelle que vous êtes le président des groupes des universités l'UCAS présente ici à Niamey. Merci d'être passé sur le plateau de Bonferré Télévision. Merci à vous. La suite de cette édition d'information avec le Rassemblement national africain RANA qui mobilise ses structures pour la redynamisation du parti politique. Il est question de poursuivre l'implantation de la formation politique sur toute l'étendue du territoire national. Pour cela, il faut une stratégie, des moyens et un plan de mise en œuvre. À cet effet, le parti a mobilisé ses cadres venus de l'intérieur du pays et de la diaspora. On fait le point avec Souleymane Ousmane.
Toutes les régions sont représentées ici à Niamey à travers leurs différents coordinateurs du Parti Rassemblement National Africain RANA à la rencontre d'échanges et de partage d'expériences pour la bonne santé du parti. Cette rencontre de Niamey se veut également un cadre de partage des résultats des travaux du comité de redynamisation du parti installé il y a un an de cela. Les 4 sous-commissions ont travaillé sur la mobilisation, donc la continuation de l'implantation du parti. Le deuxième, c'est vraiment la mise en place justement des comités de base, donc ce sont ces structures au niveau villageois. Et troisième volet, c'est nos textes. Le dernier volet, qui est le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, continuer à travailler sur la mobilisation des ressources. Et je profite de l'occasion pour dire aux Nigériennes et aux Nigériens, malgré le silence que peut-être certains ont constaté, mais Rana est très là, très présent, et Rana continue dans sa voie, dans la vision qu'elle a pour le Niger. Les leaders du parti RANA des régions venus pour la circonstance ont apprécié à leur juste valeur l'état de santé de la formation politique et les difficultés auxquelles font face le parti. Le parti se porte bien, parce que bon, c'est vrai que ça fait presque une année, il n'y a pas d'activité pour le parti, mais en fait, on a mis en place des commissions pour travailler sur de nouvelles stratégies, que ce soit par rapport à la reconstitution des bureaux, à la base jusqu'au bureau politique national, que ce soit les questions de financement du parti, que ce soit... on a pris beaucoup d'aspects sur lesquels les comités sont en train de travailler pour vraiment voir de nouvelles stratégies pour implémenter davantage le parti au Niger. Le parti est confronté également à un problème, si vous voulez, comment je vais l'appeler, d'imitation. Les partis politiques qui ont des moyens importants, ils injectent suffisamment donc des moyens, ou alors pour arracher, ou alors pour en tout cas, faire consolider leurs acquis à leur sein, au niveau de leur structure, donc ils sont consolidés, et maintenant aussi par ricochet, faire venir d'autres partis de leur rang. Nous sommes victimes. Cette rencontre est une première du parti Rassemblement National Africain RANA depuis les élections passées a vu la participation des autres leaders du parti de la diaspora en vidéoconférence. Elle permet également à la formation politique de relancer les activités du parti et définir les nouvelles stratégies pour le rayonnement du parti au plan national. L'humanitaire de nationalité allemande de l'ONG Help, Georges Lange, a recouvré la liberté après plus de 5 ans de captivité. Arrivé en territoire nigérien en 2018, l'homme âgé de 63 ans a pu regagner son pays, et cela grâce à la médiation du Maroc. Balima Bourena. Il a été enlevé en avril 2018 entre Ayoru et Inates, où il se rendait pour des actions humanitaires au profit de son ONG Help. Depuis, aucune nouvelle. Il a fallu vendredi pour annoncer sa libération. Selon plusieurs sites marocains et allemands, le royaume chérifien a joué un rôle important dans la libération de Georges Lange. Citant le quotidien allemand Der Spiegel, les médias marocains ont indiqué que les ravisseurs ont vendu l'humanitaire au groupe terroriste État islamique dans le Grand Sahara qui sévit au Niger, au Mali et au Burkina Faso. À en croire toujours le quotidien allemand, son pays avait voulu utiliser la force pour libérer l'agent de l'ONG HEP. Aujourd'hui, âgé de 63 ans, Georges Lange est arrivé dans son pays à annoncer son ONG au cours d'une conférence de presse. L'ONG allemande HELP intervient au Niger depuis plusieurs décennies. La libération de l'humanitaire intervient alors que son pays renforce sa présence militaire au Niger. Une unité de l'armée allemande entraîne les soldats nigériens dans la région de Tawa à Tilia. Aujourd'hui, plusieurs otages européens sont détenus par des groupes terroristes, parfois comme boucliers humains. C'est la fin de ce journal. Place à présent à la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, la une des journaux de tous les jeudis que nous vous proposons en rediffusion tous les jeudis, tous les dimanches soirs. Excellente réception chez vous. Très bon début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Bonferré Télévision. Bonsoir.
Issa Zongoma, bonsoir. Bonsoir Samira Ali Mega. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? Cette semaine, essentiellement de l'actualité économique, un peu d'actualité migratoire avec ces propos tenus par le président de la République en Italie. Et l'information économique cette semaine, c'est d'abord la table ronde de Paris sur le financement du PDES 2022-2026. Le quotidien gouvernemental Le Sahel du mercredi 7 décembre 2022 annonce à sa une 45 milliards d'euros annoncés pour un objectif de 29,62 milliards de dollars. Effectivement, le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé à Paris le forum des investisseurs sur le financement du plan de développement économique et social, le PDES 2022-2026, organisé par le gouvernement nigérien, écrit le journal gouvernemental Le Sahel, paru hier mercredi. À cette table ronde, le Niger s'était fixé comme objectif de recueillir un peu plus de 19 000 milliards de francs CFA. L'objectif a été plus qu'atteint avec une annonce globale au terme de la table ronde d'un montant de plus de 29 000 milliards de francs CFA. Un succès total pour lequel le président de la République a rassuré les potentiels investisseurs sur les opportunités énormes d'investissement qu'offre le PDES dans les infrastructures économiques et un climat des affaires rénové au Niger. Il a également réitéré la volonté du gouvernement du Niger à poursuivre les réformes économiques de portée structurelle pour lever toutes les contraintes afin d'exploiter pleinement le potentiel de croissance de l'économie nigérienne. Le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi propose d'ailleurs à ses lecteurs l'intégralité du discours prononcé par le président de la République à l'ouverture de cette table ronde. Le discours du président de la République à cette table ronde, c'est le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine qui nous en donne les grandes lignes. Oui, Samira, un discours dans lequel Bazoum Mohamed a rappelé que le nouveau PDES fait suite à celui couvrant la période 2017-2021 dont le succès a été effectif grâce aux partenaires et ce en dépit des divers chocs qui ont marqué cette période, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. La présente table ronde du PDES 2022-2026 entend conforter les succès obtenus pour booster les indicateurs du développement économique et social du Niger dans les prochaines années. Ce plan est issu d'un processus participatif et inclusif. Il ambitionne de réaliser un taux de croissance économique annuel moyen de 9,3%, un taux d'inflation inférieur à 3% et un déficit budgétaire global contenu à moins de 3%. Ce sont là quelques grandes lignes du discours du président de la République à l'ouverture de cette table ronde. Le nouveau PDES ambitionne également de ramener le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35,4% en 2026. De manière désagrégée, sur les 19 000 milliards de francs CFA, a attendu 8 744 milliards de francs CFA. Les dépenses publiques seront faites sur les ressources propres à l'État du Niger, 6 733,4 milliards de francs CFA. Attendu des partenaires techniques et financiers et 3 930 milliards de francs CFA attendus du secteur du privé. Le journal Le Monde d'aujourd'hui rappelle à sa une qu'entre les annonces de financement et les décaissements, les fossés est énorme. Les partenaires techniques et financiers ne décaissent pas l'argent comme ça. Il faut que le pays leur soumette au préalable un programme qui cadre parfaitement avec leur vision et selon leur procédure de décaissement, rappelle le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, ce qui n'est pas une mince affaire dans un pays comme le nôtre où les cadres de conception compétents se sont raréfiés dans l'administration publique du fait de la politique d'exclusion systématique à laquelle s'adonnent les renaissants depuis leur accession au pouvoir en 2011, rappelle le confrère. Quand un partenaire annonce des financements et que le pays n'est pas capable de créer les conditions pour y accéder, nous sommes dans cette situation. La preuve, dans son allocution, le président de la République, Bazoum Mohamed, a juste prononcé quelques mots sur le PDES 2017-2021 pour se réjouir du succès de sa mise en œuvre, sans pour autant dire dans quel secteur précis ce succès ont été engrangés. Bazoum ne pouvait pas se livrer à cet exercice parce qu'il n'y a aucune visibilité par rapport aux actions de développement qui se sont supposées être menées dans les ressources financières effectivement décaissées.
Comment, dans ces conditions, les partenaires techniques peuvent-ils apprécier l'efficacité de leur financement pour le développement du pays, s'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Une partie des fonds annoncés par les partenaires techniques et financiers va être certainement décaissée, mais pas dans l'intégralité, même cette fois-ci. Le drame, malheureusement, c'est qu'elles ne seront pas investies en totalité dans les secteurs pour lesquels elles sont destinées. La clientèle politique du régime qui, aux aguets, entrera en action pour capter une bonne partie à travers des marchés surfacturés et des détournements des pratiques néfastes dans lesquelles les renaissants sont passés maîtres. Vote de la loi des finances 2023, quand la corruption gagne l'Assemblée nationale, écrit à sa une le Canard en furie de cette semaine. La loi de finances 2023 a été votée sans surprise par les députés de la majorité, rappelle le journal Le Canard en furie de cette semaine. Sans surprise parce qu'ils ont été conditionnés en amont par le gouvernement pour ne pas faire traîner les choses. La veille du vote du projet de loi, nous apprend le journal, les députés de la majorité ont été reçus au ministère des Finances pour être sensibilisés sur la nécessité de faire bloc pour voter le texte de manière expéditive. Pour les motiver, chacun d'entre eux a perçu la modique somme de 350 000 francs CFA, comme l'a relevé un confrère de la place que le journal ne cite pas. Lors de la session, le député Omar Hamidou Tchana l'a martelé aux députés avant de se retirer de l'hémicycle. L'année dernière, les députés de la majorité avaient été soudoyés avec la somme de 100 000 francs CFA chacun. Est-ce une exigence des députés ou tout simplement une décision unilatérale du gouvernement de grossir la taille de l'enveloppe? L'un dans l'autre, il s'agit d'un acte de corruption qui montre à suffisance le degré de pourrissement atteint par ce régime des renaissants. La loi des finances est adoptée à l'État par l'Assemblée nationale avec des nouvelles mesures antisociales qui vont inévitablement contribuer à paupériser davantage la situation de pauvreté des citoyens nigériens. Dans l'actualité de la presse écrite nigérienne de cette semaine, il y a aussi ces propos du président Bazoum qui provoquent une vague d'indignation dans l'opinion, rapporte le quotidien privé L'Enquêteur de mercredi. Oui, Samira Ali Maïga, le président de la République a assisté à la 8e session des dialogues méditerranéens tenue du 2 au 3 décembre 2022 à Rome, en Italie. Nous apprend le journal L'Enquêteur du 5 décembre 2022, lancé depuis 2015. Ce forum réunit annuellement des responsables de haut rang provenant des deux rives de la Méditerranée dans le but de promouvoir le dialogue et la coopération face aux multiples défis qui agitent l'espace euro-méditerranéen. Une belle tribune offerte à Bazoum Mohamed pour s'exprimer sur des thèmes qu'il croit maîtriser tels que la migration, la guerre, le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Le Niger, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas un pays de départ de migrants vers l'Europe, a-t-il dit. Les Nigériens ne sont pas assez scolarisés, assez éduqués pour pouvoir envisager de traverser la Méditerranée et de venir en Europe, a déclaré le chef de l'État. Vague d'indignation sur les réseaux sociaux au Niger. Qu'est-ce qui a poussé Bazoum Mohamed à parler de ses concitoyens en ces termes si dévalorisants? Qui plus est, sur une tribune internationale, s'interroge le journal. Cette bévue, au-delà de l'approche dont elle couvre les Nigériens, prouve également que le président de la République n'a aucune idée des profils des migrants qui sont pour la plupart des jeunes en décrochage scolaire ou carrément analphabètes. Pour sa part, Bazoum Mohamed estime que le Nigérien est trop inintelligent pour entreprendre une telle aventure. C'est connu de tous, les jeunes qui sont suffisamment instruits sont très peu tentés de rallier l'Europe via la Méditerranée. Depuis Rome, Bazoum Mohamed a ôté tout mérite intellectuel à ses administrés. Un mépris qui n'est pas sans rappeler les propos insultants tenus à Dakar en 2007 par Nicolas Sarkozy. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Les mots du président de la République ne passent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Un dirigeant ne peut rabaisser son peuple à ce point. Une fois de plus, Bazoum Mohamed a fait ce qu'il sait faire de mieux, alimenter la polémique. À quand sa prochaine bourde? Elle ne saurait tarder, c'est une seconde nature chez lui, estime le confrère. Et pour le journal L'Éclosion numéro 234, ces propos du président Mohamed Bazoum en Italie sonnent comme un aveu d'échec et d'impuissance.
La phrase prononcée par Bazoum Mohamed dans son allocution de 35 minutes à la conférence d'Italie a choqué plus d'un Nigérien, rappelle le journal L'Éclosion. Même si le confrère estime que Bazoum ne l'a pas dite cette phrase pour offenser son peuple, encore moins l'humilier, c'est plutôt comme à ses habitudes. Il a toujours eu du mal à choisir des mots dignes de sa fonction lorsqu'il prononce des paroles diplomatiques. D'ailleurs, l'éducation d'un peuple n'est pas une fin en soi, c'est un processus indéfini. Partant de cette définition, l'on ne peut que trouver légitime et véridique que notre peuple ne remplisse pas ces critères de l'éducation. Et de ce point de vue, nous sommes choqués à tort par les propos du président de la République qui n'a dit que ce qui semble être la réalité profonde des choses. À la question « Pourquoi sommes-nous dans cette indésirable position ?» Le journal L'Éclosion répond « Depuis près de 2 ans que Bazoum Mohamed est président de la République, qu'a-t-il fait pour éduquer, pour émanciper les Nigériens ?» Pas grand-chose, en tout cas, conclut L'Éclosion, qui souligne au passage qu'aucune ligne ne semble avoir bougé. Bien au contraire, la situation n'a fait que s'empirer. Et pour boucler cette revue de la presse de cette semaine sur le même sujet, le journal L'Actualité numéro 385 du 5 décembre 2022 a titré à ce sujet « Communication présidentielle, l'incorrigible parole de Bazoum ». Fin de cette revue de presse de la semaine. Moustapha Zongoma, merci. Merci Samira Ali Mega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.